Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle série de cours, en tout cas pour le premier de ces cours. Je ne sais pas si vous reviendrez la semaine prochaine. Et donc, vous avez probablement remarqué sur le programme que le programme de cette année est un peu plus copieux que celui des années précédentes, puisqu'il va se dérouler sur 9 semaines et non pas 6. Et pendant ces 9 semaines, donc, nous allons parler de notre espèce, d'Homo sapiens, de son origine, de son évolution, et puis de la façon dont il a peuplé la planète. Pour cette première journée, pour cette première rencontre, ce que j'ai voulu faire, c'est vous présenter en gros le sujet. Dans les 8 semaines qui suivront, on va rentrer dans le détail. Et puis surtout, vous donner une espèce d'arrière-plan historique et un peu idéologique même, si je peux dire, philosophique, de la question de l'origine d'Homo sapiens. J'ai choisi pour le cours d'aujourd'hui un titre assez neutre, mais vous allez voir que le sujet n'est pas neutre du tout. Et en fait, il a suscité des passions extraordinaires entre des gens dont je vais vous montrer les photos. Il y a beaucoup de photos de gens aujourd'hui. Et bon, je connais assez bien certains de ces protagonistes. J'espère que je ne vais pas trop trahir leurs pensées. Pour commencer, je vous montre cet arbre, on peut appeler ça un arbre, que vous avez déjà vu plusieurs fois, en tout cas pour ceux qui sont venus dans les cours précédents, et qui vous montre le nombre d'espèces que les paléontologues ont décrit pour les derniers 7 millions d'années. Je pense qu'il en reste encore beaucoup à découvrir, surtout pour les périodes anciennes. Alors, espèces, on s'est déjà expliqué sur cette question, sont des espèces paléontologiques, mais on soupçonne qu'une grande partie d'entre elles, en fait, sont interfécondes, et on va parler abondamment de ce sujet dans les semaines qui viennent. Et donc, on a déjà plusieurs fois discuté le fait que, en fait, pratiquement à toutes les époques du passé, plusieurs de ces espèces, sous-espèces, d'EM, enfin on peut discuter des termes, ont existé simultanément sur Terre et parfois même dans les mêmes régions. Et ce qui est particulier avec Homo sapiens, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul groupe humain qui existe sur Terre. Et ça, en fait, c'est une situation assez exceptionnelle et qui soulève beaucoup d'interrogations, parce qu'évidemment, il y a des raisons pour cette situation un peu exceptionnelle. Je vous rappelle quand même que si on remonte dans le passé vers environ il y a 1,2 million d'années, on a déjà connu une situation comme celle-là, avec une espèce, Homo erectus, qui, à un moment donné, en tout cas, a été pratiquement la seule qu'on connaissait, et probablement parce que cette espèce, elle a réalisé un modèle adaptatif particulier qui a été, j'allais dire, couronné de succès, et à cause de la réussite de ce modèle adaptatif, Homo erectus, eh bien, c'est la première forme humaine en fait, qui s'est répandue hors d'Afrique. Alors pas partout dans le monde, mais sur une grande partie de l'Eurasie, en tout cas dans les moyennes latitudes, à partir il y a un peu plus de 1,8 million d'années. Alors avec Homo sapiens, on va assister à un phénomène un petit peu comparable, et cette fois-ci, l'expansion de ce nouveau groupe humain dont on va débattre pendant 8 semaines après celle-ci, eh bien, ce groupe, lui, va coloniser absolument tous les endroits habitables de la planète, et en fait, même les endroits assez inhabitables, comme les zones arctiques, les îles les plus isolées, et puis il a mis le pied sur le satellite de la Terre, et je suis certain qu'il mettra aussi le pied sur d'autres planètes dans un avenir pas si lointain que ça. Et donc là, on a vraiment un phénomène qui, du point de vue, j'allais dire presque de l'histoire de la vie, est quand même assez exceptionnel. Alors, même si l'homme s'enracine dans le monde animal, il représente une réussite adaptative assez
extraordinaire et même un petit peu dangereuse, si je peux dire, pour la planète. Les hommes et les animaux qui les entourent, c'est-à-dire en gros les animaux domestiques, hein, le bétail, représentent la plus grande partie de la biomasse de vertébrés qui courent sur les continents et qui volent dans les airs. Hein. C'est quelque chose de l'ordre de plus de 95%, peut-être 97%. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Alors cette expansion des hommes modernes, on va les appeler comme ça pour l'instant, c'est une expansion qui est liée en fait plus à des caractères culturels et comportementaux qu'à des caractères à proprement parler biologiques, parce que bon, les hominines qui ont précédé notre espèce étaient assez bien adaptés à leur environnement et sont montrés assez persistants. Je pense en particulier aux Néandertaliens qui ont vécu dans les moyennes latitudes en Europe pendant plusieurs centaines de milliers d'années et qui s'en tiraient assez bien avant que les hommes modernes arrivent, justement. Et ça soulève pas mal de questions, justement, sur la façon qu'a l'homme moderne d'interagir avec son environnement, d'exploiter son environnement, une forme de, on a appelé ça d'intensification de l'exploitation, hein, c'est-à-dire de presser le citron, en fait, hein, pour parler de façon un peu directe, qui est nouvelle, qui est unique. Alors, je vous ai dit que ces hommes se sont installés dans les régions les plus inhospitalières, alors évidemment, en grande partie à cause de leur capacité à développer toutes sortes de technologies pour exploiter l'environnement, pour s'adapter au climat, pour se déplacer. Enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ici, il s'agit d'une panoplie de chasseurs-cueilleurs de l'Arctique. Les vêtements, évidemment, ça compte énormément, surtout si on veut habiter dans l'Arctique. Et quand même, autre chose qui est certainement essentielle dans cette capacité des hommes modernes à se répandre partout et à remplacer les autres groupes d'hominines, hein, c'est probablement quelque chose qui est de l'ordre du social. Alors ça, le social, évidemment, c'est très intéressant, mais ça laisse peu de traces archéologiques. Et c'est quelque chose qui est pas ignoré, évidemment, par les archéologues, mais dont ils ont beaucoup de mal à débattre quand il s'agit de formes anciennes, de formes éteintes. On ne connaît pas les relations d'un néandertalien avec sa belle famille, mais peut-être que c'est plus important que la façon dont il taillait des racloirs. Donc les hommes modernes, eux, sont capables de créer des réseaux de solidarité qui sont des réseaux très étendus, qui vont au-delà de la famille étendue ou même de la bande de chasseurs-cueilleurs, et qui se fondent sur des traits culturels partagés, en particulier des traits linguistiques, et puis aussi des croyances, qui peuvent être des croyances mythologiques, religieuses, de toutes sortes, des croyances partagées par de très très grands groupes. Et c'est probablement quelque chose qu'on aimerait connaître pour le passé, parce que c'est, de mon point de vue, certainement une des raisons du succès de cette espèce face à d'autres espèces d'hominines. On va avoir, au cours de nos rencontres, plusieurs fois à discuter de la question de définir ce que c'est que Homo sapiens ou de définir ce que c'est qu'un homme moderne. Alors, quand on voit un Homo sapiens aujourd'hui, on n'a pas de mal à le reconnaître, hein. Et donc, il y a un certain nombre de caractères physiques, comportementaux qui permettent sans trop de difficulté de reconnaître un autre homme ou une autre femme. Vous verrez que quand on remonte dans le passé, ce n'est pas si évident que ça, et que, en fait, les paléanthropologues, pendant très longtemps et encore maintenant, ont beaucoup de difficultés à tracer des limites claires à ce qu'on appelle l'homme moderne. Et vous voyez, déjà, j'ai employé ces deux termes, d'homme moderne et d'homo sapiens. Pour de nombreux chercheurs, on doit les fusionner. Pour d'autres, ce n'est pas tout à fait la même chose. On aura l'occasion donc de débattre de cette question pendant nos rencontres. Ce terme d'homo sapiens
il remonte à Linné, donc, qui est, je vous le rappelle, ce savant suédois qui, au XVIIIe siècle, a créé cette nomenclature binominale qui est utilisée aujourd'hui pour désigner et classer aussi les êtres vivants avec des noms de genre, des noms d'espèces, des noms de sous-espèces, donc des termes latins avec lesquels vous êtes très familiers. Alors, Linné, quand il a créé ce terme d'Homo sapiens, il a déjà créé plusieurs variétés d'Homo sapiens, on va y revenir dans un instant. Il a aussi tout de suite, assez vite, créé une autre espèce d'homme. Je ne pense pas qu'il l'avait souvent rencontré, mais qu'il avait appelé Homo troglodytes. Troglodyte, c'est-à-dire l'homme des cavernes, en fait, hein. Qui était une espèce de forme sauvage d'homme. Linné a créé par la suite de nombreux termes à propos des hommes, des homo monstruosus, toutes sortes de variétés humaines, encore une fois, plus ou moins fantaisistes. Mais déjà, quand il a créé ces termes et qu'il a commencé à ébaucher une classification des êtres vivants, eh bien, se posait sérieusement la question de comment traiter de la diversité des formes humaines d'aujourd'hui. Je vous ai expliqué il y a un instant que dans un passé lointain, on avait sur Terre, parfois même dans les mêmes régions, des formes humaines très différentes les unes des autres, qui avaient des phénotypes très très différents, et qu'aujourd'hui on a une seule espèce humaine qui a, on va y revenir plusieurs fois, une origine commune relativement récente. Mais enfin, cela étant dit, les hommes ne sont pas exactement les mêmes partout. Il y a des variations du phénotype, et ça, les hommes s'en sont rendus compte depuis très longtemps. Alors, Linné avait créé dans Homo sapiens 4 catégories, en plus du fameux Homo troglodytes, mais au sein d'Homo sapiens, il avait créé 4 catégories qui correspondaient à ce qu'à l'époque, on considérait comme des races humaines. Hein. Donc, il y avait en gros les Européens, les Africains, les Asiatiques, etc. Cette division des hommes en plusieurs groupes, c'est un sujet qui a, par la suite, énormément agité les milieux scientifiques pour savoir comment on devait traiter de cette question, à la fois dans la nomenclature, et puis aussi ce que ça voulait dire en termes de... alors on ne parlait pas encore d'évolution au XVIIIe siècle, hein, au XVIIe siècle, mais enfin en tout cas, comment on pouvait interpréter cette variabilité. Et il y avait une difficulté assez sérieuse à expliquer cette variabilité. Et la difficulté, c'est que dans la Bible, et donc pas seulement pour les chrétiens, mais en fait pour toutes les religions monothéistes, eh bien, il y a une origine unique de l'homme, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, et en plus, dans la Bible, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, si on compte les générations des prophètes, etc., eh bien, on arrive à un compte pour la création de l'homme qui est à peine supérieur à 6000 ans. Et donc, on avait beaucoup de mal. Les naturalistes du XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, avaient beaucoup de mal à expliquer comment, en si peu de temps, on avait pu avoir toute cette variété humaine à partir d'Adam et Ève. Alors, l'imagination des scientifiques et aussi des philosophes n'a pas de limite. Hein. Donc, il y a eu des tas d'interprétations qui ont été fournies. On a imaginé qu'il y avait des pré-adamites, qu'il y avait des hommes peut-être à côté d'Adam et Ève avant. L'interprétation qui était la plus, populaire, la plus en vogue, c'était de penser qu'en fait, après la création, eh bien, il y avait eu une sorte de dégénérescence de certains groupes humains, pas nous, les Européens évidemment, les autres, et que cette dégénérescence avait donné naissance à ces hommes, ces autres hommes. Alors, il y avait des idées encore plus extraordinaires que ça. Hein. Il y a un chercheur, un lettré irlandais qui avait même imaginé que c'était probablement Ève
qui avait fauté avec le diable, en plus de toutes ces manigances avec Adam, et que c'est ce qui avait donné naissance à ces êtres différents des Européens de l'époque. Enfin, tout ça pour vous dire que, donc, attaché au dogme religieux, il y avait au XVIIIe siècle un concept qui était très puissant, qui était le concept de monogénisme. Et opposé à ce concept de monogénisme, il y avait un concept de polygénisme. Et ce polygénisme, c'était quoi? Eh bien, c'était l'idée diamétralement opposée, c'est-à-dire que les hommes, tous les hommes actuels, les groupes humains actuels, avaient des origines distinctes. Et quand je dis des origines distinctes, c'était des origines distinctes au sein d'espèces différentes. Il y a des gens qui imaginaient que, par exemple, des espèces de primates différentes avaient donné des hommes différents. Et cette idée de polygénisme, d'abord, a été très en vogue au XVIIIe siècle, en particulier chez les penseurs comme Voltaire et d'autres. Voltaire, bon, entre nous soit dit, était quand même assez raciste quand on lit certains de ses écrits, mais Voltaire était donc un soutien de cette idée polygénique, et beaucoup de penseurs de l'époque le suivaient. Alors évidemment, tout ça était quand même assez teinté d'anti-christianisme. Vous voyez, là j'ai ajouté une petite citation de Voltaire qui dit « Dans 100 ans, on ne parlera plus de la Bible, elle aura disparu ». C'est ce qu'il a dit, paraît-il, peu de temps avant de mourir. Je crois qu'il s'est un petit peu trompé sur l'avenir des religions. Mais enfin, toujours est-il que donc, ce débat entre les monogénistes et les polygénistes a agité tout le XVIIIe siècle, s'est poursuivi au XIXe siècle, et l'idée d'avoir des hommes qui s'enracinent dans différentes espèces de primates, c'est une idée qui a été qui avait encore cours dans la première moitié du XXe siècle. Il y a des gens qui ont, dans les années 1930, qui ont publié des arbres phylogénétiques avec des enracinements tout à fait variés des groupes humains actuels. Alors j'avance un petit peu dans le temps. On va s'acheminer vers des modèles beaucoup plus... c'est-à-dire après un grand succès du polygénisme, le monogénisme va revenir en force, et en partie grâce aux découvertes de la biologie, aux premiers évolutionnistes. Et puis, vous allez le voir, la paléontologie va mettre son grain de sel dans pas longtemps. Donc là, on a fait un saut dans le temps, dans la première moitié du XIXe siècle, avec un biologiste extrêmement important qui est Ernst Haeckel. Et Ernst Haeckel, en 1937, a publié cette carte qui montre le peuple, d'après lui, l'histoire du peuplement humain à partir d'un centre d'origine unique. Alors, ce centre d'origine unique, c'est assez bizarre, mais il le voyait à peu près au milieu de l'océan Indien. C'est ce concept d'origine de l'homme dans cette région au sud de l'Asie, quelque part entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, qui, soit dit en passant, va donner l'idée à Eugène Dubois, dont on a parlé il y a déjà un petit moment, d'aller à Java chercher l'Homo erectus. Et le miracle, c'est qu'il a vraiment trouvé quelque chose, mais il était très inspiré des idées d'Haeckel. Et donc Haeckel a publié cette carte, et vous voyez que le titre de cette carte, il parle d'origine monophylétique des hommes. Cela étant dit, il ne faut pas exagérer non plus le monophylétisme d'Haeckel, parce qu'il pensait quand même que cette origine des hommes, c'était une origine assez reculée dans le temps, et dans une forme qui était très primitive. Et dans le texte de cette publication, il dit explicitement que cette origine remonte avant l'origine du langage. Et donc, il imagine que c'est des formes très primitives d'hommes qui sont répandues partout sur Terre, bien avant de pouvoir parler. Et il y a, au XIXe siècle, beaucoup de discussions entre archéologues et linguistes et biologistes sur cette question du monophylétisme des hommes. Alors, au XIXe siècle, les choses vont se compliquer parce qu'on va commencer à trouver des fossiles humains.
Et le premier fossile humain qui va être découvert, c'est l'homme de Néandertal. Alors ce crâne, ce n'est pas celui de l'homme de Néandertal, c'est le crâne d'un homme de Néandertal qui a été découvert à Gibraltar, dans une grotte du rocher de Gibraltar qui s'appelait Forbes Quarry. Et ce crâne a été découvert en 1848. On avait trouvé probablement en Belgique déjà, enfin pas probablement, certainement, on avait trouvé en Belgique des restes d'enfants néandertaliens dans les années 30. En tout cas, on va peu à peu avoir une accumulation de découvertes qui vont aboutir à la reconnaissance en 1856 de l'homme de Néandertal. Donc pour la première fois, on va parler à Néandertal d'une forme humaine différente de l'homme actuel. Je ne vous refais pas l'histoire de la découverte de l'homme de Néandertal. Il va falloir au moins une génération avant qu'on accepte vraiment l'idée qu'on a une forme humaine complètement différente des hommes modernes qui a existé dans le passé. Et donc, à ce moment-là, j'allais dire, en plus de l'imagination desquels ou de ce qu'on pouvait penser de l'origine des hommes, eh bien, il allait falloir placer des vrais fossiles. Alors d'abord l'homme de Néandertal, et puis ensuite le pithécanthrope de Java, et puis ensuite d'autres hommes fossiles. Il allait falloir les placer dans un espèce d'arbre phylogénétique au sommet duquel, à la fin duquel, se trouvait l'homme actuel. Et donc, ce débat qui s'enracine dans le XVIIIe siècle entre polygénistes et monogénistes, eh bien, va repartir de plus belle sous une autre forme. Alors, j'allais dire plus raisonnable, puisque là, maintenant, il n'est plus question d'aller chercher l'origine de groupes humains chez différentes formes de grands singes, par exemple. Mais en tout cas, il va y avoir, pendant, disons, le siècle qui va suivre, et même jusqu'à aujourd'hui, un débat, en fait, entre les gens qui sont plutôt pour une origine unique de tous les hommes, avec donc une évolution relativement simple, et puis au contraire des gens qui imaginent une séparation très ancienne des groupes humains actuels au sein de ces fossiles et même au-delà de l'homme de Néandertal. Alors le premier modèle qui va être, j'allais dire, en faveur, c'est un modèle assez simple que j'appelle le modèle en porte-chapeau. Donc, vous voyez, voilà, c'est un porte-chapeau. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a une succession d'espèces fossiles dans le temps. On ne sait pas trop jusqu'où ça remonte, mais en tout cas, c'est une idée qui, dans le fond, est illustrée par cette parade des hommes fossiles. Vous avez vu déjà des centaines de fois une succession linéaire, progressive d'espèces qui mènent à l'homme moderne, avec des stades successifs. Et ça, c'est une idée qui va avoir un très très grand succès jusque la seconde moitié du XXe siècle. Alors voilà, vous avez ici à la base quelque chose qu'on appellerait maintenant Homo erectus. L'homme de Néandertal, donc Homo neanderthalensis, on le voit tantôt comme un ancêtre des hommes actuels, tantôt comme une voie latérale sans issue pour accrocher un chapeau, donc une extinction. Mais enfin, en gros, c'est un schéma qui est assez simple. Et alors, face aux supporters de ce modèle-là, on a des gens qui, eux, imaginent ce qu'on va appeler un modèle en candélabre. Alors, un modèle en candélabre, c'est quoi? Un candélabre, ça a des branches, et ces branches, elles se réunissent à la base. Alors, ça, c'est une image qui est prise dans un ouvrage de vulgarisation, mais qui donne une assez bonne idée de l'idée qu'on se fait de cette évolution des hommes, c'est-à-dire qu'on a une succession d'hommes fossiles dans différentes régions du monde qui ont donné des groupes humains actuels. Alors voilà, ici des Africains, ici des Africains particuliers qui sont les San, des Européens, enfin, etc. Alors la racine du candélabre, là, elle est placée quelque part dans le Pliocène. Le Pliocène, c'est il y a plus de 2,5 millions d'années. À l'époque, on ne sait pas très bien quand c'est, mais disons que c'est très très loin dans le temps.
Et les gens n'ont aucun problème particulier à l'époque pour, dans le fond, transposer le modèle polygénique à une échelle réduite dans un modèle polycentrique de ce type. Alors ce modèle polycentrique, il va être vraiment conceptualisé de façon sérieuse, si je peux dire, par un chercheur allemand qui s'appelle Franz Weidenreich et qui a été un paléoanthropologue extrêmement influent. C'était un anatomiste de premier plan, dont les descriptions de fossiles sont encore utilisées largement aujourd'hui. Et ce Franz Weidenreich, il avait fait ses études à Strasbourg et il aurait pu être un grand paléoanthropologue français. Mais enfin bon, il est devenu un grand paléoanthropologue allemand. Et il a fait une carrière en Allemagne, au début du XXe siècle, et il a commencé à se faire remarquer, si je peux dire, dans les années 30. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il était juif, il avait des problèmes avec le parti nazi montant en Allemagne, et en plus de ça, il publiait des articles, comme cet article qu'il a publié en 1931 dans un journal qui s'appelait Der Morgen. La calligraphie est un peu impressionnante, mais l'article est plutôt sympa, en fait. Pourquoi ? Parce que dans cet article, ce que fait Weidenreich, c'est qu'il prend des populations d'Europe, de différentes régions d'Europe, et il montre que les proportions des groupes sanguins qu'on observe dans ces populations-là, eh bien, que ce soit des juifs ou que ce soit des non-juifs, c'est les mêmes. C'est-à-dire que ça varie plus avec la région qu'avec, entre guillemets, l'ethnicité ou la religion des gens. Donc c'est son point de vue d'anthropologue. Évidemment, inutile de vous dire que ça ne plaît pas tellement aux autorités. Et donc Weidenreich va être obligé de quitter l'Allemagne et il va s'exiler aux États-Unis, il va partir à Chicago et il va finir par être en charge d'un gisement paléontologique qui se trouve en Chine. Il prend la succession d'un Canadien qui s'appelait Davidson Black et qui était mort à la tâche, si je peux dire, assez jeune en Chine à étudier ce gisement. Ce gisement, c'est le gisement de Zhugudian, près de Pékin, dans lequel on a découvert déjà au début du siècle des restes d'Homo erectus, qu'à l'époque on appelle Sinanthropus pekinensis, ça va être rebaptisé beaucoup plus tard Homo erectus. Et donc Weidenreich est en charge d'étudier le matériel qui sort de la fouille. C'est une collection absolument extraordinaire. Il s'intéresse aussi à d'autres fossiles, en particulier les Homo erectus qui sont découverts en Indonésie. Et donc Weidenreich, qui est quand même influencé par l'ambiance intellectuelle du moment, la façon dont on pense l'évolution humaine, mais qui en même temps est quand même quelqu'un de sérieux, si je peux dire, qui voit bien les problèmes que le modèle en candélabre pose. Et donc, Weidenreich va imaginer un modèle dans lequel il y a 4 centres d'évolution de l'homme. Et pourquoi il imagine ces 4 centres d'évolution de l'homme géographiques ? Bien parce qu'il imagine, il croit reconnaître une continuité anatomique. Alors, est-ce que c'est une continuité de population, une continuité de traits ? Ce n'est pas très clair. Mais en tout cas, lui, il voit une continuité entre, disons, les Homo erectus de Java, par exemple, et les Australiens actuels, les aborigènes australiens, et puis pareil pour les Homo erectus chinois et puis les Chinois actuels. Et donc il a ce modèle qui n'est pas vraiment un modèle en candélabre. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il prend soin quand même de rajouter entre ces lignées des flèches dans tous les sens pour, dans le fond, expliquer que grâce à des échanges entre populations, eh bien, tout ce monde-là évolue quand même un peu dans la même direction et que partant de formes très primitives, ça va finir par donner partout des hommes modernes. Ce modèle, en plus de ça, s'inscrit dans une idée qui est assez en vogue à l'époque, qui est l'idée de phase dans l'évolution humaine. Autrement dit, on a des lignées différentes, mais ces lignées sont passées
par des phases. Alors on appelle ça la phase archanthropienne pour les Homo erectus, la phase paléanthropienne pour, disons, les contemporains de l'homme de Néandertal, et puis la phase néanthropienne qui est la phase de l'homme moderne. Et c'est Aleš Hrdlička, un anthropologue d'origine hongroise qui lui aussi a émigré aux États-Unis, qui est un grand supporter de cette idée de phase paléanthropienne, de phase, Hrdlička parle même de phase néandertalienne de l'évolution humaine. J'attire votre... Enfin, vous ne le voyez pas parce que c'est écran tout petit, mais Weidenreich, dans ce schéma, a écrit des noms de fossiles divers. C'est bien gardé d'écrire le nom de Néandertal. Donc il n'y a nulle part l'homme de Néandertal dans ce schéma. Donc il pense quand même qu'il y a une évolution, entre guillemets, parallèle de tas de formes primitives vers l'homme moderne, mais l'homme de Néandertal n'y apparaît pas. Alors cette évolution polycentrique de l'homme, ça va être l'idée dominante, disons, après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années quasiment 80. Et on va voir différentes versions de cette évolution polycentrique. Une version extrême par un monsieur qui s'appelle Carleton Coon, qui est professeur à Philadelphie, je crois, et qui publie alors, dans les années 60 un ouvrage qui s'appelle The Origins of Races, et qui prend le schéma évolutif de Weidenreich, qui élimine quand même pas mal de flèches horizontales et qui, lui, voit une origine séparée pour ce qu'il appelle des races humaines. Et je disais tout à l'heure que Voltaire était un petit peu raciste dans ses écrits. Alors Carleton Coon, lui, n'est pas un peu raciste, il est carrément, je vous ai mis là une citation, donc lui, il voit une hiérarchie, non seulement une évolution séparée de ces hommes qui vont donner des races différentes, mais aussi une hiérarchie très forte entre ces groupes humains. Alors ce modèle polycentrique, il va continuer à évoluer, en particulier aux États-Unis, et il va continuer jusqu'à aujourd'hui. On a des... Alors, on va le peaufiner de plus en plus, et on va passer d'un modèle strictement polycentrique à ce qu'on a appelé le multirégionalisme. C'est toujours pareil, hein, c'est l'évolution dans différentes régions du monde de formes qui vont donner des hommes actuels. Et on compare des Homo erectus de Java, Homo erectus tardif, à des aborigènes australiens actuels en voyant des traits de similarité. Le grand supporter de cette école, de ce modèle, ça a été, il est toujours en vie, Milford Wolpoff. Et Milford Wolpoff a passé toute sa carrière à défendre ce modèle. C'est un modèle qui, en plus de ça, s'inscrit dans une conception plus vaste de l'évolution humaine, qui est ce qu'on a appelé la single species hypothesis, c'est-à-dire l'idée qu'on a en fait une seule espèce humaine. Donc c'est là qu'il se différencie de Weidenreich ou des autres. C'est-à-dire qu'en gros, pour éviter le problème d'avoir expliqué comment une même espèce peut naître simultanément de différents groupes, ce qui est quand même un petit peu bizarre sur le plan biologique, eh bien, l'idée, c'est que en fait, tout ça, c'est une seule espèce, qu'on a une espèce qui existe depuis peut-être 2 millions d'années, et que, en fait, comme les hommes, leur niche adaptative, c'est essentiellement une niche culturelle, technique, eh bien, il ne peut pas y avoir deux espèces ou deux groupes humains différents en même temps sur la planète. Et donc, j'ai appelé ça l'école du Michigan. Pourquoi ? Parce que Loring Bress, qui a théorisé ces concepts-là, et Milford Wolpoff ont été à l'université d'Ann Arbor, et toujours pour Milford Wolpoff, professeur à l'université d'Ann Arbor au Michigan. Alors ces gens-là, enfin surtout Milford Wolpoff, évidemment, se défend énormément d'être raciste, hein, et donc il a beaucoup écrit là-dessus. Il a fait un bouquin il n'y a pas très très longtemps avec son épouse Rachel Kaspari, pour être sûr de ne pas tomber sous le coup d'une accusation de racisme. Et ce qui est intéressant dans tous ces débats scientifiques, c'est qu'on est passé dans le fond de conflits qui avaient un arrière-plan religieux, donc il y avait les chrétiens et les antichrétiens, en gros, même les anticléricaux, et on a basculé dans un
une bagarre où les gens s'accusent mutuellement de racisme. Alors c'est plus facile d'accuser les multirégionalistes de racisme, mais eux aussi ont trouvé une parade pour de temps en temps accuser de racisme ceux qui ne sont pas multirégionalistes. Alors donc cette école va dominer vraiment, encore une fois, jusqu'au moins dans les années 70 et même 80. Et puis, à un moment donné, le vent va tourner dans une direction à nouveau plus de tradition monogénique. Et il va y avoir un certain nombre de chercheurs qui travaillent en anthropologie du vivant, qui travaillent en paléontologie et qui travaillent aussi en génétique, qui vont apporter des arguments qui, dans le fond, réfutent complètement cette thèse multirégionaliste. Alors, il y a plusieurs, sources. Il y a un monsieur formidable qui était professeur à l'université d'Harvard, qui s'appelait William White Howells, et qui a énormément travaillé. En particulier, en 1973, il a publié un livre qui était une étude, la première étude statistique de grande ampleur sur la variation crânométrique chez l'homme moderne, des milliers de crânes dans des dizaines d'endroits. Et dans cette étude, ce que Howells montre, c'est que dans le fond, il y a des variations, effectivement, chez l'homme, mais que les hommes actuels, les hommes récents, se ressemblent fichtrement dans tous les endroits du monde et qu'il est très difficile de relier les petites différences qu'il observe avec des différences qu'on pourrait voir dans le monde des fossiles, dans le monde des formes éteintes de ces différentes régions. Et donc, Howells va devenir un supporter, si je peux dire, d'une origine unique des hommes modernes. Dans les années, donc ça c'est 1973, on va avoir une succession de découvertes et de travaux qui vont renforcer de plus en plus cette tendance monocentrique. On va avoir des découvertes paléontologiques. Je vous ai montré déjà cette carte l'année dernière avec des découvertes d'hommes de Néandertal au Proche-Orient. Alors, on a un certain nombre de sites ici indiqués en rouge où on a trouvé des hommes de Néandertal. Mais il y a aussi des sites, en particulier ce site de School, dans lequel, dans les années 30, on a trouvé des restes humains qui ne ressemblent pas vraiment à des hommes de Néandertal, en fait, qui ressemblent plutôt à des hommes modernes, et ça a suscité déjà beaucoup de discussions. L'idée dominante, c'est quand même que ces hommes modernes, en gros, c'est des descendants de Néandertaliens du coin qui vont devenir plus tard les Européens actuels. Voilà. Dans les années 70, il y a des travaux qui sont repris dans un gisement qui s'appelle Djebel Kavzeh, qui est près de Nazareth en Israël, par Bernard van der Merch. Et Bernard van der Merch va travailler pendant de nombreuses années dans ce gisement, et ce qu'il va y découvrir, eh bien, ce sont des restes fossiles très abondants d'hommes modernes tout à fait, à bien des égards proches des hommes actuels, encore que plus robustes, clairement différents des Néandertaliens. Mais ce qui est très intéressant, c'est que alors ces restes sont trouvés souvent dans des sépultures assez spectaculaires, mais ce qui est très intéressant avec ces hommes de Kavzeh, c'est que d'une part, ils sont trouvés en association avec de l'outillage moustérien qu'on a l'habitude de trouver avec des Néandertaliens, et puis surtout, quand on va être capable de dater ce gisement de Kavzeh, eh bien on va se rendre compte qu'il est plus ancien que les gisements qui livrent des restes de Néandertaliens en Europe et même dans la région. Et donc ça, évidemment, ça ne colle pas très bien ni avec le schéma du porte-chapeau, ni avec les phases paléanthropiennes, néanthropiennes, etc., puisque en gros, on a des hommes modernes qui sont plus anciens que les Néandertaliens. Et ça, c'est un sacré coup de pied dans la fourmilière, si je peux dire. Et à la suite de ça, on va commencer sérieusement à se poser la question de savoir s'il n'y a pas un centre d'apparition des hommes modernes quelque part ailleurs, et que ces hommes modernes, dans le fond, ont évolué parallèlement aux Néandertaliens. Et dans les années
la fin des années 70 et le début des années 80, on a en particulier un chercheur allemand qui s'appelle Günther Breuer, qui va proposer cette idée qu'en fait, eh bien, il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait une origine européenne des hommes modernes européens. Et donc, Breuer, lui, va proposer l'idée que, en fait, c'est en Afrique que ça se passe et qu'il n'y a pas d'origine européenne des hommes modernes, il y a des néandertaliens qui évoluent en Europe et ces néandertaliens vont être remplacés à un moment donné par les hommes modernes. C'est ce qu'il a appelé l'hypothèse afro-européenne. Alors, malheureusement pour Günther Breuer, il est allemand, il écrit un peu en anglais, là c'est son article de 78, mais il écrit beaucoup en allemand. Et les Allemands, enfin l'allemand, c'est surtout les Allemands qui le lisent. Et donc, ces travaux vont peut-être pas connaître l'impact qu'ils auraient dû. Quelques années après, dans les années 87, les généticiens s'y mettent, si je peux dire, et on va avoir une publication par Kahn, Stonkin et Wilson, qui sont un professeur qui est à Berkeley avec ses deux étudiants. Et Kahn et ses étudiants s'intéressent à la variabilité, au polymorphisme de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, on en a déjà parlé, c'est un ADN qui se trouve à l'intérieur d'organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries, une espèce de bactéries qui ont été capturées il y a très longtemps par nos cellules, et qui se reproduisent par leur propre compte, qui ont leur propre ADN. Alors cet ADN, il est très simple, il est court, et surtout, il ne se recombine pas à chaque reproduction humaine, à chaque génération. Il est transmis des femmes vers leur descendance. Donc c'est assez, et il est très abondant dans les cellules. Donc c'est assez facile de faire de la phylogénie. Et quand on commence à être capable d'avoir les moyens techniques d'analyser cet ADN, eh bien ce qu'on trouve, c'est quoi? Eh bien c'est que tout l'ADN mitochondrial qu'on trouve hors d'Afrique a l'air d'être une espèce de branche de la variabilité africaine. C'est-à-dire qu'on a une grande division première entre les populations africaines et puis tous les autres. Et ça, évidemment, l'idée qui est sous-jacente, c'est que, en fait, tous les autres, eh bien, c'est comme Breuer le pensait, les descendants d'Africains qui sont sortis d'Afrique et qui ont colonisé le reste du monde. Alors, c'est ce modèle qui va de plus en plus prendre le dessus. Alors, ces études de Kahn, Stonkin et Wilson, à l'époque, ont été critiquées. On a critiqué leur échantillon, la façon dont ils avaient travaillé, etc. Mais le fait est que toutes les études qui sont venues ensuite avec des échantillons plus importants, des moyens techniques supérieurs, eh bien, n'ont fait que confirmer ces conclusions premières de Kahn et son équipe, c'est-à-dire que l'ADN mitochondrial, celui qui est transmis par les femmes, eh bien, a une variabilité. On peut tracer des lignées qu'on peut grouper en familles d'haplotypes. On leur a donné des noms, on leur a donné des lettres pour les appeler. Et ce que vous voyez là, dans cette espèce de grand arbre de toutes les lignées mitochondriales qu'on connaît dans le monde, eh bien, les lignées souches, si je peux dire, sont ces lignées qui sont surlignées en vert et elles sont toutes en Afrique. Et ce qu'on voit sortir de ce rectangle vert, eh bien, c'est une lignée mitochondriale qu'on appelle L3, qui semble être à l'origine de tout ce qu'on trouve en dehors d'Afrique. Enfin, je vous signale ça, on y reviendra plus tard, mais il y a quand même en Afrique deux lignées qui sont ici, qui sont des lignées plus récentes dans leur développement. On pense ce sont des lignées qu'on trouve en particulier en Afrique du Nord, et on pense ce sont des gens qui sont retournés en Afrique à partir de l'Eurasie. Alors, ces résultats de la paléontologie et ces résultats de la génétique vont être synthétisés
par deux chercheurs, Stringer et Peter Andrews. Malheureusement, la photo de l'article a disparu de ma présentation, mais vous pouvez l'imaginer, c'est une feuille imprimée du journal Science. Et donc, Andrews et Stringer vont faire la synthèse de ces données paléontologiques et de ces données génétiques et vont proclamer donc l'origine commune récente de tous les hommes modernes en Afrique. Alors c'est un modèle à qui on a donné plusieurs noms. On a parlé du modèle Out of Africa, on a parlé du modèle de l'origine africaine récente, on a parlé du modèle du Jardin d'Éden, on va y revenir dans un instant. Et ce modèle, il a été confirmé en particulier par la génétique, très rapidement, par d'autres recherches sur le chromosome Y. Alors le chromosome Y, lui, il est transmis par les hommes, et que des hommes aux hommes, et avec un schéma tout à fait similaire, c'est-à-dire des lignées les plus anciennes qui se trouvent en Afrique, et puis tout ce qu'on trouve hors d'Afrique, eh bien, c'est une branche qui semble sortir du jardin africain au-dessus du mur chez le voisin. Quand on va commencer à pouvoir étudier le polymorphisme de l'ensemble de l'ADN nucléaire, on va toujours trouver le même résultat, c'est-à-dire, ça c'est un travail qui a été fait dans les années 90, donc ça remonte maintenant assez loin, de Cavalli-Sforza, avec en gros les Africains étant le groupe frère de tous les autres groupes humains, avec des divisions de branches entre le nord de l'Eurasie, le sud de l'Eurasie, etc. Je pourrais vous accabler d'arbres comme celui-là pendant toute la soirée. La semaine dernière, il y a eu 3 articles qui sont sortis dans le journal Nature, avec chacun des dizaines d'auteurs qui, dans le fond, martèlent toujours ce même résultat, c'est-à-dire l'origine africaine des hommes modernes. Alors ces études, maintenant, parfois elles sont en désaccord sur des aspects un petit peu secondaires, en particulier la chronologie du développement de ces différents groupes, des détails comme l'origine précise des Australiens actuels, est-ce que c'est le sud de l'Asie, le nord de l'Asie, etc. Mais en gros, ce schéma a été largement confirmé, et puis il est confirmé par toute une série d'autres données. Et en particulier, il y a des gens qui se sont intéressés à la diversité génétique et la diversité phénotypique chez les hommes actuels. Alors, phénotypique, il s'agit essentiellement de données squelettiques, crâniennes. Et en gros, ce que disent ces études, c'est quoi? C'est que quand on regarde la diversité génétique, et donc c'est vrai aussi pour des données phénétiques sur le crâne ou le bassin ou d'autres traits anatomiques de ce genre, quand on regarde la diversité dans une région donnée, eh bien on se rend compte que cette diversité, elle est d'autant plus grande qu'on est proche de l'Afrique et que chaque fois qu'on s'éloigne de l'Afrique, eh bien cette diversité diminue. Et ça, c'est exactement ce qu'on attend si on a des populations pionnières qui sortent d'Afrique et qui colonisent le monde de proche en proche, avec des goulots d'étranglement génétiques, de l'adaptation localement, évidemment, donc de la dérive génique, mais aussi de la sélection. Et on observe quoi? Eh bien, on observe une polarité qui est exactement la même, qui part de l'Afrique. Et donc, l'idée, pour rassembler tout ça en une phrase ou deux, c'est que tous les hommes actuels ont une origine africaine récente, que les non-africains sont les descendants d'Africains. Alors on discutera plus tard de savoir quels Africains, quand et comment, mais enfin de populations africaines, et que dans le fond, les différences dont faisait grand cas Linné ou Voltaire, eh bien, sont des différences qui sont des différences cosmétiques, c'est-à-dire c'est de l'adaptation à des conditions locales, la couleur de la peau, les proportions corporelles, l'immunité, les défenses immunitaires contre tel ou tel pathogène. Cette photo, c'est une photo d'une publicité de Benetton il y a pas mal d'années, qui montrait comment, avec un maquillage, on pouvait transformer le même mannequin en 4 personnes différentes. Et donc,
c'est un petit peu comme ça que les anthropologues voient aujourd'hui la variabilité humaine et pas du tout la façon dont on la voyait au XVIIIe ou au XIXe siècle. Donc, on a au Pléistocène, à la fin du Pléistocène moyen, on a l'origine des hommes modernes en Afrique, on a des Néandertaliens qui habitent dans l'ouest de l'Eurasie, et puis un groupe dont on a parlé l'année dernière qui sont ces Denisoviens, et puis on a des variations de l'extension de ces groupes, mais au final, ça commence il y a probablement au moins 100 000 ans, et puis ça va se terminer assez récemment pour les îles les plus reculées, eh bien, des populations d'origine africaine qui vont se répandre partout et qui vont remplacer en grande partie les populations locales. Alors, ce qui est passionnant, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré un tableau de Cranach l'Ancien qui vous montrait Adam et Ève au paradis avec des lions et d'autres créatures. Sitôt que la publication de Kahn, Stone King et Wilson est sortie, et surtout que l'article de Stringer et d'Andrews ont été publiés, eh bien, immédiatement, on s'est jeté là-dessus, si je peux dire, pour eh bien, imaginer une Ève africaine. Et donc, il y a tout un vocabulaire qui s'est greffé là-dessus, qui est un vocabulaire à proprement parler biblique. Hein. Vous verrez, on parlera beaucoup, quand on parlera des origines africaines de l'homme moderne, de la théorie du jardin d'Éden. Et donc, on va essayer de savoir où est le jardin d'Éden. Il y a des gens qui font des cartes pour savoir si c'est plutôt en Afrique du Sud, plutôt en Afrique de l'Est, etc. Et donc, on est reparti dans une iconographie, je ne dis pas d'inspiration chrétienne, mais enfin quand même. Donc, finalement, c'est quand même un peu les anti-cléricaux qui ont perdu dans l'histoire, hein, d'une certaine façon. Donc ça, c'est le schéma général jusqu'au début des années 2000. Et puis, on va commencer par la paléogénétique, en étudiant des fossiles, à montrer que peut-être quand même que le remplacement des populations, c'est peut-être quand même un peu trop simple. Et en particulier, il va y avoir des études par mes collègues de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig qui vont montrer qu'on a un petit peu d'ADN néandertalien qui est passé dans le génome des hommes modernes. Et puis, alors, depuis, il y a eu énormément de travaux qui ont montré qu'en fait, ces introgressions d'ADN dans un sens ou dans l'autre ont été assez nombreuses entre des formes archaïques et puis des populations modernes, récentes. On sait aussi qu'il y a eu des introgressions dans l'autre sens. Alors, immédiatement, le groupe de chercheurs qui étaient des multirégionalistes et qui sont toujours des multirégionalistes se sont emparés de ces découvertes pour, si je peux dire, sauver le modèle multirégionaliste en disant mais voilà, on l'avait bien dit, il y a bien des lignées différentes humaines avec du flux génique entre ces lignées. Et le modèle qui a pendant un moment repris un peu de l'ascendant, c'est un modèle qu'on a appelé le modèle d'assimilation. Alors le modèle d'assimilation, c'est plus le modèle en candélabre, c'est pas vraiment le modèle multirégional. On admet une origine africaine des hommes modernes, mais ces hommes modernes, quand ils se répandent en Asie et en Europe, eh bien, ils vont se mélanger avec des populations archaïques, locales, les Néandertaliens en Europe, Dieu sait quoi en Asie, et donc tout le monde a gagné, tout le monde est content. Et il y a des gens qui sont, j'allais dire, toujours convaincus que d'une certaine façon, le modèle régionaliste, multirégionaliste est d'actualité. Voilà, j'ai tiré ces images d'un blog très célèbre qui est le blog de John Hawkes aux États-Unis, qui est un collaborateur et élève de Milford Wolpoff, qu'on voit beaucoup dans les médias et qui travaille beaucoup aussi sur le terrain. Et donc John Hawkes, il a essayé de ressusciter un petit peu le modèle multirégional en disant mais dans le fond, tout se mélange avec tout, et donc c'est vain de vouloir construire des arbres.
on a l'évolution humaine, c'est une espèce de longue rivière avec des ruisselets qui se séparent mais qui se remélangent, etc. Dans le fond, là, on est en train de sauver le modèle régionaliste et un petit peu le porte-chapeau, hein, aussi. Donc on est revenu à une idée de phases successives avec des séparations, des mélanges. Alors, je pense que c'est une surinterprétation des résultats de la paléogénétique. Pourquoi? Bien, parce que quand on regarde le degré, le taux d'introgression qu'on a entre ces différents groupes d'hommes pendant le Pléistocène supérieur, ou peut-être un petit peu avant même, eh bien, c'est un taux qui est très très faible. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de 1-2%, parfois même beaucoup moins, d'ADN de forme archaïque qu'on va retrouver dans un individu aujourd'hui. Et d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions sur l'effet de ces 2% d'ADN néandertalien que nous portons tous en moyenne sur notre phénotype. Il semble qu'il y ait eu une sélection assez sévère contre cette partie du génome archaïque que nous portons. Et depuis 40 000 ans, elle n'a cessé de diminuer. Donc on est bien quand même, je pense, toujours dans un modèle de remplacement, c'est-à-dire qu'on a des formes anciennes, néandertaliens, dénisoviens, qui ont disparu, et puis un tout petit peu de leur ADN qui a été transmis à des hommes modernes, mais essentiellement ce qu'on a quand même, c'est un modèle de remplacement. Et pour synthétiser, je vous ai préparé ce schéma avec deux positions qui sont extrêmes. 100% de continuité des populations hors d'Afrique, hein, donc ça c'est le modèle en candélabre, et puis à l'autre extrême, le remplacement total de tout ce qui se trouve en dehors d'Afrique par des hommes modernes qui sortent d'Afrique, avec le modèle multirégionaliste et le modèle d'assimilation qui se promènent entre ces deux extrêmes. Bien, en réalité, enfin, c'est en tout cas mon opinion, je pense que la réalité, elle est quelque part par là. Et donc, évidemment, les multirégionalistes diront que les partisans de l'origine africaine récente n'ont pas complètement gagné, mais je pense qu'ils ont quand même gagné à plus de 95%. Donc, pour terminer, je ne me résiste pas au plaisir de vous montrer cette œuvre d'une artiste sud-africaine qui s'appelle Karine Miller et qui a revisité un petit peu l'Adam et Ève de Cranach l'Ancien, peut-être influencé par ces travaux des anthropologues, des généticiens et des paléoanthropologues. Je vous remercie.